Gagnant douteux fut un temps, perdant glorieux plus récemment, mais un palmarès merveilleux, incontestablement. Si Rome ne s'est pas faite en un jour, la légende de l'Italie, tacticienne et calculatrice, s'est construite une réputation de formation imprévisible, le genre d'équipe qu'on aime détester, mais qui une fois disparu des radars, nous manque terriblement. L'Italie de 2006 est un chef-d'œuvre qui ne saute pas aux yeux à première vue, mais qui sait attirer les autres dans son piège, avec un brin de malice, ce côté félin et en même temps artistique, qui anticipe, lit le jeu avant tout le monde. La squadra gagnait rarement ses matchs à plate couture, et c'est normal, car elle n'était pas faite pour ça, et c'était suffisant pour faire croire aux autres qu'elle était battable. Mais une fois ses violons accordés et ses gladiateurs lancés dans l'arène des grands, cela finit souvent en récital 4 étoiles. Retour sur l'Italie de 2006, celle qui sera couronnée de la plus haute distinction pour la dernière fois. Cet été se tient la 23e édition de la Coupe du Monde, la première à 48 participants avec un total de 104 matchs, sauf qu'en France, par exemple, seules 54 rencontres seront diffusées en clair, et c'est peut-être aussi le cas chez vous, dans votre pays de résidence. Alors pour ne manquer aucun match de votre équipe préférée, je vous propose une solution pas chère, le VPN, avec mon fidèle partenaire CyberGhost, leader mondial de la sécurité et de la confidentialité en ligne. Avec plus de 40 millions d'utilisateurs, CyberGhost est l'un des VPN les plus recommandés avec une excellente note sur Trustpilot. Où que vous soyez, son réseau virtuel privé masque votre adresse IP et avec des serveurs présents dans plus de 100 pays, CyberGhost redirige l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé sur 7 appareils différents en simultané avec un accès sans restriction à plus de 40 plateformes de streaming ou encore regarder des programmes qui ne sont pas accessibles dans votre pays, que ce soit la télé ou même du contenu internet comme YouTube qui n'est pas le même selon l'endroit où vous êtes. Grâce à une politique stricte de no-log, aucune de vos données personnelles n'est conservée ni suivie, le tout via une interface conviviale, facile à utiliser et compatible avec Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Linux et les consoles de jeux. Grâce à ce partenariat avec la chaîne et en cliquant sur le lien dans la description ou sur le QR code juste ici, vous obtiendrez moins 83% sur CyberGhost VPN et 4 mois gratuits, soit seulement un peu plus de 2 € par mois, une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé et le support technique en ligne 24 heures sur 24 seront là pour vous accompagner. Alors n'hésitez plus et profitez de l'offre CyberGhost pendant la Coupe du Monde. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. « 1934, la deuxième édition de la Coupe du Monde bascule dans ce que le football ne doit jamais devenir, avec cette tribune offerte à la propagande du dictateur Benito Mussolini, dont l'influence sur les arbitres des demi-finales et de la finale a, semble-t-il, pesé dans la balance. Sous le feu des soupçons, l'Italie devient le premier Européen sacré champion du monde, et ce dans des conditions douteuses, mais toujours sans preuve concrète aujourd'hui. En revanche, en 1938, en pleine montée des tensions internationales, si la propagande demeure, la squadra conserve son titre de championne du monde avant de faire face à une disette qui durera près d'un demi-siècle. Et en 68, je vous jure c'est pas une blague, l'Italie remporte l'Euro dans des circonstances inédites, avec une demi-finale qui s'est décidée à pile ou face, à l'époque où il n'y avait pas de tir au but, et une finale rejouée, et cette fois l'Italie a remporté l'Euro sur le terrain, c'est son premier titre depuis 30 ans. Une nouvelle page de l'histoire de la squadra est sur le point d'être écrite. En 1970, la demi-finale face à l'Allemagne entrera dans l'histoire de la Coupe du Monde, puisque cette rencontre sera surnommée à l'époque le match du siècle. Mais au terme de ce spectaculaire 4-3 après prolongation, les Italiens vont complètement s'effondrer en finale, 4-1 face à la machine infernale brésilienne et ses 5 meneurs de jeu dont le roi Pelé. Et c'est en 1982, lors du mondial espagnol, que la squadra, emmenée par son gardien Dino Zoff et son attaquant Paolo Rossi, brodera sa 3e étoile sur le maillot.
Un succès typiquement italien avec un premier tour très poussif, 3 matchs nuls à l'époque suffisants pour se qualifier, et l'Italie va ensuite battre consécutivement l'Argentine de Passarella, championne du monde en titre, et le très sous-coté Brésil de Socrates, au terme d'un duel très disputé, victoire sur le fil, 3-2. Et oui, quand la squadra attaque, c'est toujours au moment où personne ne s'y attend. L'Italie devient alors inarrêtable, et en finale, elle signe un succès 3-1 face à l'Allemagne de l'Ouest. Triangolazione, Baggio che converge, Baggio, finta di Baggio, tiro, grandissimo gol di Baggio. Après un mondial 86 décevant, la squadra accueille la grande messe du football en 90, mais échouera aux portes de la finale, avant de devenir 4 ans plus tard en 94 aux États-Unis, un perdant glorieux en finale, à l'image de Franco Baresi et surtout du magnifique Roberto Baggio qui passera complètement à côté de sa finale. La squadra des années 90 possédait une équipe absolument folle sur le papier, mais à défaut de titre, elle se contentera du statut de mythe. En 2000, la sélection des Maldini, Nesta, Cannavaro, Totti et Del Piero atteindra la finale d'un des plus beaux euros de l'histoire et menait 1-0 face à la France en finale jusqu'à ce que ces maudits bleus n'égalisent à la dernière seconde, avant de s'imposer en prolongation sur un but en or de David Trezeguet. Après les éliminations en quart de finale du Mondial 98 et cette finale traumatisante de l'Euro 2000, on dirait bien que l'Italie s'est trouvée un nouvel ennemi de l'autre côté des Alpes. Victime d'un football certainement très puissant, trop, et d'une baisse de régime coupable à partir du Mondial 2002. Au terme d'une phase de groupe extrêmement difficile, battue au premier tour par la Croatie 2-1, avant d'être longtemps menée par le Mexique, jusqu'à cette égalisation de Del Piero à la 85e minute, leur offrant une qualification sur le fil, l'Italie n'est que deuxième du groupe et tombera donc dans le piège sud-coréen en huitième de finale. Ils auront beau parler d'arbitrage plutôt que de leur niveau bien en deçà de ce qu'ils ont montré à l'Euro 2000, cette squadra pourtant merveilleuse sur le papier est en train de lentement décliner. Et l'image affichée à l'Euro 2004 aura cette fois usé autant de malchance que d'insuffisance. Entre le crachat de Totti sur un joueur danois et une décevante élimination au premier tour avec 5 points, car après le 0-0 contre le Danemark, l'Italie était en train de mener 1-0 face à la Suède, mais non sans trembler, jusqu'à ce que vienne en fin de match cette égalisation incroyable de Zlatan Ibrahimovic. Score final 1-1, un nul presque vécu comme une défaite puisque l'Italie n'aura plus son destin entre ses pieds lors de la troisième et dernière journée. Même s'ils s'imposent très difficilement face aux Bulgares, ils auraient eu beau s'imposer 5-0 ou 10-0, le score de l'autre match entre les cousins scandinaves, danois et suédois va faire planer des soupçons d'arrangement. Un match nul de partout aurait éliminé l'Italie quoi qu'il arrive, et ce en raison d'une vieille règle de départage aujourd'hui révolue. Credo che capiti una volta su un milione, ecco, è proprio che capiti a noi dopo una gara nel quale hai dato tutto, cuore, anima, grinta, energie, tutto, ti dispiace. No, ho detto, mi ha sbagliato la prima partita, la seconda l'abbiamo giocata alla grande, credo. Oggi abbiamo vinto senza giocare benissimo, però abbiamo fatto 5 punti, uscire con 5 punti è difficile. L'Italie cherche donc absolument à stopper sa spirale négative depuis 2002, mais que peuvent-ils faire pour ne plus tomber dans le piège ? Après 4 années à oublier sous l'entraîneur Giovanni Trapattoni, l'Italie opte pour un technicien très expérimenté, le grand Marcello Lippi, pas moins de 5 Scudetto remportés avec la Juve et 4 finales de Ligue des Champions entre 1996 et 2003, dont une remportée en 1996. Désormais au rêne de la Nazionale, Lippi entend changer ce qui n'a pas fonctionné depuis 6 ans et va rafraîchir l'effectif avec de nouveaux visages, comme le milieu central de la Roma, Daniele De Rossi, et une place plus importante accordée au latéral gauche, Fabio Grosso, au Turinois d'origine argentine et que Marcello Lippi connaît très bien, Mauro Camoranesi, au regista du Milan, le maestro Andrea Pirlo, et à 2 attaquants, le jeune Alberto Gilardino et le moins jeune Luca Toni, 29 ans, qui a particulièrement impressionné lors des éliminatoires du Mondial 2006, et bien sûr, une légende, Alessandro Del Piero, l'éternel mari de la vieille dame et bien de la partie en 2006,
Et un autre qui a grandement besoin de se racheter, c'est évidemment Francesco Totti. À 30 ans, le dernier empereur de Rome n'a pas fait d'étincelle avec la squadra ces dernières années, expulsé contre la Corée en 2002 et ne sachant pas vraiment si la plongée aussi fut victime d'une injustice, et comme on l'a dit en 2004, auteur d'un bien vilain geste, après un Euro 2000 exceptionnel de sa part, chacun attend forcément Totti au tournant, avec la nationale. Malgré l'absence de Christian Vieri, l'Italie dispose d'un secteur offensif impressionnant, ainsi que deux profils de meneurs hybrides, Francesco Totti et Simone Perotta, ce dernier évoluant comme Totti à la Roma, deux profils qui sont donc compatibles. Et ça fait un casse-tête en moins pour Marcello Lippi, puisque l'éternel débat en Italie, c'est que Del Piero et Totti ne seraient pas compatibles. Deux profils rares mais deux créateurs extrêmement différents, et un manque de complémentarité entre Totti et Del Piero qui pourrait être enfin scellé. Del Piero sera donc sur le banc pendant que Perotta sera placé derrière Totti, avec cette fonction centrale de numéro 8. Perotta est typiquement ce joueur dont les sélectionneurs raffolent, capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Et en défense, l'excellent Alessandro Nesta sera désormais associé à son nouveau capitaine en sélection, une autre légende au poste, Fabio Cannavaro, un central de grande classe qui a fait ses preuves avec Parme, l'Inter et la Juve. Sans la bouleverser, Marcello Lippi a su réinventer cette squadra qui n'est certes plus très jeune, mais qui n'est pas trop vieille non plus. Le plus jeune étant Daniele De Rossi, 22 ans, suivi par Alberto Gilardino, 23 ans, et les autres ont plus ou moins le même âge, entre 26 et 32 ans. Exit donc le conflit générationnel et surtout des hommes qui sont tous dans la fleur de l'âge pour performer à leur meilleur niveau. Et ça, pour souder un groupe, c'est le top. Au sein d'une édition 2006 où les effectifs de grande qualité sont omniprésents. L'Italie bien sûr, mais aussi les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, la France, l'Argentine, le Brésil, la Suisse aussi qui était très solide, et dans un mondial extrêmement dense, avec quasiment tous les favoris qui répondent présents, c'est sans nul doute la toute dernière Coupe du Monde des plus grandes légendes des années 90. Et pour ce faire, le sélectionneur italien Marcello Lippi va aligner dans son 11 de départ le jeune Christian Zaccardo au poste d'arrière droit à la place de Gianluca Zambrotta, forfait pour ce premier match. Aligné aux côtés d'une charnière extrêmement expérimentée, Cannavaro Nesta devant. Le meneur bas, ou comme on l'appelle en Italie le regista, Andrea Pirlo aura tout le milieu de terrain à sa charge, utilisant ses passes longues et courtes, et toute sa palette technique et créative, y compris sur coup franc, ou sur des frappes lointaines, traduisant une extraordinaire aisance avec le ballon. Alors certes, le maestro Pirlo était peut-être un bully froid en dehors des terrains, mais sur le rectangle vert, on a des yeux, et ils nous disent que c'est un artiste. Andrea Pirlo, accompagné de ses assistants qui lui permettront de briller, d'abord Daniele De Rossi et ensuite Gennaro Gattuso, ainsi que Mauro Camoranesi ou encore Simone Perotta. Et chacun de ces profils a pu être aligné puisque devant, il y a un autre créateur, en l'occurrence le trequartista Francesco Totti qui joue le même rôle que Kaka au Milan, le rôle du lien entre le milieu et l'attaque, et parfois il sera assisté tout comme Pirlo mais dans une position plus haute, chacun son poste, chacun son rôle, mais juste avant le début du mondial, une nouvelle en Italie va avoir l'effet d'une bombe. La justice italienne a tranché, dans la période située entre 2004 et 2006, la Juve, le Milan, la Fiorentina et la Lazio, des clubs comptant beaucoup d'internationaux italiens, sont impliqués dans un immense scandale de matchs truqués. Et les clubs concernés font face à d'importants retraits de points, la sanction la plus lourde étant pour la Juve, avec l'annulation pure et simple de ses 2 titres de champion d'Italie en 2005 et 2006, et une relégation en Série B. Même si le scandale implique avant tout les dirigeants et pas les joueurs directement, la pression médiatique, notamment sur les cadres de la squadra, va créer une atmosphère pour le moins étrange. Le tirage au sort désigne les adversaires de l'Italie, avec la République tchèque de Pavel Nedved, demi-finaliste du dernier Euro, les États-Unis et le Ghana. Et l'aventure germanique débute à Hanovre face aux Black Stars. Confronté au bloc regroupé des Ghanéens, la squadra tente par Pirlo une frappe lointaine. Gilardino fait mine de dévier, mais c'est bien le regista qui ouvre le score pour l'Italie, et les Azuriens gèrent tranquillement cette courte avance, avec 4 milieux de terrain qui occupent toute la largeur pour tenter de trouver la pointe,
le nouvel entrant Vincenzo Iaquinta, lequel profite en fin de match d'une erreur défensive du Ghana pour faire le break. Ce succès sans trembler des Italiens les met sur de bons rails, mais attention à la perte de concentration lors du second match, car en 2002, cela avait également bien débuté pour finalement éprouver toutes les peines du monde à se qualifier. Prochain adversaire, les États-Unis qui, eux, ont complètement manqué leur entrée en lice face aux impitoyables Tchèques, si bien que la tentation de se relâcher pour la squadra est grande. L'Italie affronte une équipe américaine qui joue sa survie dans ce mondial, et Zambrotta enregistre son retour mais sur le côté gauche, Zaccardo, lui, conserve sa place de titulaire à droite. Pas de gros saut donc, autrement, c'est du grand classique dans la composition. Bousculé par de vaillants Américains, c'est légèrement contre le cours du jeu que ce splendide coup franc de Pirlo trouve la tête de Gilardino. Mais le bonheur n'aura duré que 5 minutes. Sur un coup franc de Boccanegra, le malheureux Zaccardo s'en mêle les pinceaux et trompe son propre gardien. Un partout, et la rencontre tourne au vinaigre sur ce fait de jeu où De Rossi inflige un vilain coup de coude à McBride. L'arbitre n'hésite pas un instant et expulse le milieu de la Roma. De Rossi se verra infliger par la commission de discipline une suspension de 4 matchs. Autrement dit, si l'Italie ne joue pas la finale, la petite ou la grande, son mondial est terminé. Un partout et avec un milieu défensif en moins, le sélectionneur Lippi effectue un réajustement tactique sorti de Totti, remplacé par Gattuso. Mais ce carton rouge pour les Italiens semble avoir enflammé les ardeurs des Américains. D'abord Mastroeni et ensuite Pope seront également exclus, laissant les hommes de Bruce Arena à 9 contre 10. Dans un match passionnant, et malgré cette supériorité numérique, l'Italie ne parvient pas à enflammer la rencontre face à de valeureux Américains. On en reste à un partout. La squadra est tenue en échec et manque l'occasion de se qualifier dès la deuxième journée. Heureusement que dans l'autre match, les Tchèques ont été battus contre toute attente par le Ghana. Ce groupe est donc totalement relancé, puisque tout le monde peut prétendre au meilleur comme au pire. Troisième et dernière journée pour les Italiens qui retrouvent la redoutable République tchèque, bête blessée, et qui conserve une superbe équipe sur les traces de son épopée européenne en 2004. Alors pour contrer cette armada de milieu, Plasil, Rosicky, Poborski et surtout le Ballon d'Or 2003, Pavel Nedved, et dans les cages l'excellent gardien de Chelsea, Petr Cech, l'Italie devra se montrer extrêmement prudente, car ça sent le piège à plein nez. Lippi décide alors d'aligner davantage de milieux de terrain avec Gattuso et Camoranesi aux côtés de Pirlo. Totti sera en position avancée devant Perrotta et associé à Gilardino. A noter le retour de Zambrotta à droite et de Grosso à gauche, et donc Zaccardo, malheureux au match précédent, se retrouve sur le banc. Et tout de suite, les Tchèques sont d'attaque, mais butent sur un grand Gigi Buffon. Et problème, dès la 17e minute, Alessandro Nesta doit sortir, remplacé sur blessure poste pour poste par celui qui va disputer ses premières minutes dans ce mondial, un certain Marco Materazzi. Et seulement quelques minutes après son entrée en jeu, à 33 ans, Materazzi place une tête parfaite et inscrit son tout premier but en sélection. Voilà exactement ce dont l'Italie avait besoin. Mais ce n'est pas un match facile face à des Tchèques désormais en grand danger d'élimination, et ces Italiens semblent avoir corrigé leurs erreurs après les États-Unis, d'autant qu'en début de seconde période, le Tchèque Polak récolte un nouveau carton jaune synonyme d'expulsion, et l'entrée en jeu de Super Pippo va les énerver encore plus. Pas cette fois. Là non plus. Et sur une contre-attaque en fin de match,
2-0, Inzaghi crucifie les Tchèques au terme d'une prestation très sérieuse. Cela ne fait aucun doute, cette Italie sera très difficile à arrêter. En terminant en tête du groupe, la Nazionale évite le Brésil dès les huitièmes de finale et s'offre un duel abordable sur le papier face à la surprenante Australie. C'est la première fois en Coupe du Monde que les Socceroos disputent un match à élimination directe et la pression est forcément du côté d'une squadra désormais très attendue. Sous le soleil brûlant de Kaiserslautern, les Australiens disposent de la recette pour déjouer les plus grands avec leur sélectionneur emblématique, Gus Hiddink. Rappelez-vous, c'était celui qui avait éliminé les Italiens 4 ans plus tôt avec la Corée du Sud, au même stade de la compétition. Et si Hiddink l'a fait une fois, il peut très bien le refaire. Pour le moment, le portier australien Mark Schwarzer est intraitable, et Buffon, lui, ne perd pas sa concentration. Pas de but à la pause, et en début de seconde période, le cauchemar. L'arbitre espagnol, M. Cantalejo, n'hésite pas et expulse Materazzi alors que Bresciano filait au but. Cela se complique. Chaque ballon australien dans la surface de Buffon est un frisson pour les supporters azzurri. Pendant que l'entrée de Iaquinta à la place de Gilardino ne change rien, c'est au tour de Del Piero de céder sa place à Francesco Totti. Toujours 0-0, nous entrons dans les 10 dernières minutes, et si l'Italie se crée toujours des occasions, c'est aussi le cas des Socceroos de Tim Cahill. La squadra se retrouve sans solution et commet des fautes en signe de désespoir. Il y aura 3 minutes de temps additionnel, 3 minutes, pour éviter la prolongation, en infériorité numérique. Et sur l'ultime chance juste avant la fin du temps réglementaire, Grosso s'effondre dans la surface, penalty. Non, il n'y a absolument rien. Lucas Nil était déjà à terre et c'est Fabio Grosso qui vient sur lui. L'Italie a la possibilité de s'en sortir avec beaucoup de réussite. Et c'est Totti, celui qui avait été exclu face à la Corée de Hiddink, qui se charge du penalty. L'Italie s'en sort in extremis, et disons les choses, on peut regarder tous les angles, il n'y avait pas penalty. Et certains sont encore contre le VAR. Moi franchement, je préfère casser un peu le rythme du match, quitte à perdre quelques minutes, mais au moins qu'on se retrouve pas avec une injustice pareille. Cette squadra, très en réussite, va disputer un quart de finale, largement à sa portée face à l'Ukraine d'Andrei Shevchenko, laquelle avait éliminé la Suisse au tir au but. Une Nati très solide qui avait terminé première du groupe devant la France et la Corée, le tout sans encaisser le moindre but dans la compétition. Mais les Ukrainiens ont été plus malins, et à Hambourg, la Nationale profite de la naïveté du novice en s'imposant largement 3-0. Très bousculés en huitième de finale, cette fois imperturbable en quart, les protégés de Marcello Lippi évitent cette fois le piège et affronteront en demi-finale tout simplement le pays organisateur, l'Allemagne, entraînée par Jürgen Klinsmann. Après son échec à l'Euro 2004, une jeune génération arrive en force, à l'image de Lahm et Podolski, mais Schweinsteiger est sur le banc, préféré à Kell ou à Borowski. Des choix surprenants de la part de Klinsmann, d'ailleurs très critiqué en Allemagne juste avant ce mondial. Par ailleurs, Jens Lehmann est donc le gardien numéro 1 devant Oliver Kahn, et il reste encore des finalistes de l'édition de 2002, néanmoins sans Thorsten Frings suspendu, mais avec Bernd Schneider, Miroslav Klose et bien sûr le capitaine, Michael Ballack. Mais une Allemagne défensivement assez fébrile, preuve en est en cette même année 2006, au mois de mars, les hommes de Lippi avaient infligé une sérieuse correction à ces Allemands, 4-1. Mais cette fois, ce match n'a rien d'amical, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Cette Mannschaft n'a encore jamais perdu lorsqu'elle jouait à Dortmund et retrouve une squadra qui elle-même est invaincue face aux Allemands en compétition officielle. Une Italie qui va évoluer en 4-4-1-1. Materazzi, seulement suspendu pour un match, retrouve sa place en défense centrale aux côtés du patron de l'équipe, Fabio Cannavaro, et une stratégie intéressante au milieu de terrain puisque Pirlo, accompagné de Gattuso et Camoranesi, va lancer Perrotta et son profil hybride qui va tenter d'étirer le bloc allemand afin de faciliter le travail de son 3/4, Francesco Totti, et Luca Toni, buteur face à l'Ukraine, a de nouveau la confiance du sélectionneur dans cette demi-finale.
Techniquement, cette rencontre est d'un très haut niveau. Les attaquants sont solides sur leurs pieds, mais mis à mal par une défense exceptionnelle, avec Camoranesi à droite qui vient assister Zambrotta dans le travail défensif, tout comme Gattuso à gauche qui vient en aide à Grosso. Mais chacun pêche pour le moment dans la finition, pas de but à la pause. Sauf que les deux portiers, Jens Lehmann et Gianluigi Buffon, sont de véritables remparts. Finalement, Jürgen Klinsmann se résout à faire entrer deux joueurs offensifs, Bastian Schweinsteiger et David Odonkor, mais sans véritable solution pour bousculer des Italiens extrêmement concentrés. Marcello Lippi, lui, fera entrer Gilardino à la place de Toni et Iaquinta, un attaquant de base mais qui viendra cette fois suppléer Camoranesi dans une fonction déliée, Gilardino étant seul en pointe. Cependant, Allemands et Italiens ne parviennent pas à se départager à la fin du temps réglementaire, nous aurons droit à une prolongation et le suspense à Dortmund est total. Et à peine la prolongation commencée, Gilardino élimine Metzelder et Ballack, mais ne trouve que le poteau de Lehmann. Alors que Jürgen Klinsmann est à court de solutions, sur un corner moyennement tiré par Pirlo, ça se rapproche pour la squadra, pendant que le pays hôte tente de tenir jusqu'au tir au but, une épreuve dans laquelle ils sont toujours invaincus en Coupe du Monde, mais le danger peut venir de Podolski. Et pendant ce temps, l'Italie sort sa dernière cartouche, sortie de Perrotta, entrée de Del Piero. Objectif, perforer la Mannschaft sur les côtés en jouant sur la fraîcheur de ses deux entrants. Fin de la première période de prolongation et toujours une incertitude totale sur le nom du vainqueur. Et dans ce dernier quart d'heure, cette fois Podolski cadre, mais tombe sur un Buffon impérial. Cette demi-finale peut basculer à tout moment d'un côté comme de l'autre, même si la squadra paraît plus solide face à une Allemagne qui peine physiquement. Nous sommes à la 119e minute. Sur ce corner, le ballon revient dans les pieds de Pirlo qui va nous faire un de ses classiques, la passe en angle droit. Tac! La feinte est parfaite, le décalage est fait, et Fabio Grosso arme. L'heure est grave pour le pays hôte, plus le choix, il faut à tout prix attaquer pour se sauver, mais sur une contre-attaque italienne dans les dernières secondes. « 2-0, c'est fini. L'Italie crucifie la Mannschaft dans les ultimes instants de la prolongation, au terme d'une demi-finale de très haut vol, et se qualifie pour sa 6e finale de Coupe du Monde. « 9 juillet 2006, le grand jour. À l'Olympia Stadion de Berlin, l'Italie se prépare à un remake de la finale de l'Euro 2000 face à son voisin, sa bête noire, l'équipe de France. Des Français successivement tombeurs de l'Espagne, du Brésil et du Portugal, autrement dit 3 grosses cylindrées. La France est la plus vieille équipe de ce mondial 2006 et s'avance avec son capitaine et icône nationale, Zinedine Zidane, qui va disputer là son dernier match. Une finale au goût de revanche pour une Italie qui souhaite effacer le douloureux souvenir de Rotterdam en alignant un 4-4-1-1 avec Totti en 10 avancés, Perrotta et Camoranesi en charge des ailes tandis que Daniele De Rossi, qui a purgé sa suspension, va pouvoir rentrer dans ce match. Côté français, les dernières légendes de 98 sont bien présentes, Barthez dans les cages, Thuram en charnière centrale, le côté gauche 100% olympique lyonnais, Abidal Malouda, la sensation Ribéry à droite, le duo Vieira-Makelele qui maintient cette assise avec brio, et bien sûr la légende en position de meneur, placée juste derrière Thierry Henry.
La finale commence à 20h, heure locale. L'arbitre argentin Monsieur Elizondo est prêt. L'épilogue de ce splendide mondial 2006 est lancé. Et cette finale sera débloquée dès la 6e minute. Ça commence mal pour l'Italie, et même si ce n'est pas flagrant, il y a bien contact au niveau de la jambe qui fait chuter Malouda, même si évidemment celui-ci en rajoute, et le maître en la matière, qui tire toujours ses pénaltys à gauche, va tenter en pleine finale un geste fou. Traversa, non è gol! Non è gol! È gol, ha toccato dentro. Francia in vantaggio. Mais dès la 19e minute de jeu sur ce corner, un partout, nos deux protagonistes de la soirée ont posé les bases du scénario, et décidément, la squadra se montre très dangereuse sur coup de pied arrêté. Largement battu, Barthez a eu chaud, on en reste un partout à la mi-temps, et dans le second acte, ce sont les Français qui vont se montrer les plus en vue. Malgré tout, le verrou italien ne saute pas, la faute à des défenseurs, en particulier Cannavaro, absolument injouable dans ce mondial, où la squadra n'a toujours pas pris le moindre but dans le jeu par un joueur de l'équipe adverse, sans compter le CSC de Zaccardo au premier tour. Et la sortie sur blessure de Vieira, remplacée par Alou Diarra, va ouvrir quelques portes pour l'Italie. Ouh, il y avait bien hors-jeu, mais encore une fois, la défense française était prise à contre-pied. Cela peut vraiment basculer d'un côté comme de l'autre dans cette finale. Un partout, pas de vainqueur à la fin du temps réglementaire. Comme en demi-finale, l'Italie va disputer une prolongation. Comme face à l'Allemagne, ces Italiens semblent faire preuve d'une plus grande solidité physique, même si ce sont les Français qui se rapprochent le plus de la cage de Buffon. Quand soudain, bien sûr, le portier de la Juve était sur la trajectoire, mais cette claquette est fantastique. Mais un fait de jeu va se produire sur la seconde partie de cette prolongation. 109e minute, l'arbitre Monsieur Elizondo arrête le jeu et Buffon dit avoir vu quelque chose. Ils sont très peu à l'avoir vu en direct et la planète entière découvre le ralenti en même temps que tout le monde dans le stade sur l'écran géant. On évoque d'abord des insultes racistes de la part de Materazzi. Finalement, il prononcera d'autres paroles tout autant malheureuses sur la famille de Zidane. Ce n'est pas forcément mieux, mais pourtant, comment le natif de Marseille, en pleine finale de Coupe du Monde et le jour de son dernier match, a-t-il pu craquer ainsi? La France termine la prolongation à 10, l'Italie est quelque peu soulagée et attend tranquillement la séance de tir au but. Buffon et Barthez se saluent. Avant le moment fatidique, la concentration est maximale. C'était juste, et tous les autres Italiens sont absolument impeccables dans cette séance, et celui qui avait condamné la squadra 6 ans plus tôt en finale de l'Euro, David Trezeguet, sera le seul à flancher. Et le futur Lyonnais, Fabio Grosso, est sur le point de donner la 4e étoile à l'Italie.
20 ans déjà que cette finale a eu lieu. 20 ans. Et avec le recul, je dois dire une chose, puisque j'ai revu la finale en préparant cette vidéo, et j'ai constaté que l'Italie était finalement peut-être bien plus forte que ce que je pensais. Dans ma tête de français, en fait, je me suis dit, on a tellement eu d'occasions, il y a eu forcément ce fait de jeu en prolongation qui est arrivé, mais au niveau solidité, malice et je dirais même gestion de l'événement, et je parle même pas du clash Materazzi-Zidane, je parle juste du jeu, je trouve quand même que l'Italie était légèrement au-dessus de nous. En pleine tempête de matchs truqués dans son championnat entre 2005 et 2006, la nationale les soulève la Coupe du Monde pour la 4e fois de son histoire. Et en fin d'année, son capitaine Fabio Cannavaro recevra le prestigieux Ballon d'Or. Et dire qu'en ce 9 juillet 2006, personne, absolument personne, ne se doutait un instant que l'Italie, grand monument de l'histoire du football depuis près de 100 ans, allait disputer là son dernier match dans une phase à élimination directe dans une Coupe du Monde, avant au moins les 20 prochaines années. Quelle chute, quelle tristesse pour le football italien. Depuis 2006, la squadra fut éliminée 2 fois de suite au premier tour de la Coupe du Monde, avant de manquer 3 fois d'affilée la qualification. Même l'élargissement du mondial à 48 participants n'y fera rien. Cette finale de l'Euro 2012 et la victoire surprise en 2021, avec le recul, sont de véritables ovnis. Un déchirement pour l'Italie, pour son identité, pour son histoire footballistique, qui plus est pour un quadruple vainqueur de la Coupe du Monde. Il n'y a aucune injustice ici, mais une grande remise en question à faire en interne pour que cette sélection revienne au plus fort. Où sont les joueurs, les talents d'autrefois, les grands entraîneurs d'un charisme inégalé? Aujourd'hui, l'Italie n'en produit plus. Sans la squadra, c'est comme si le football était devenu orphelin et la Coupe du Monde veuve.